Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. En 2022, entre 4200 et 5700 personnes ont découvert leur séropositivité, un chiffre en baisse par rapport à 2019, alors que les tests de dépistage se multiplient. Tout au long de l'année, l'association Paris sans Sida met en place des actions de sensibilisation et de prévention face au VIH. Est-ce suffisant face à l'objectif que l'association se donne pour 2030 d'une capitale et de la Seine-Saint-Denis sans sida? Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Elian Passier. Vous êtes chargé de mission à l'association Paris sans Sida. Bonjour. Bonjour. Alors, votre association comprend plusieurs objectifs. On va revenir sur certains d'entre eux tout au long de cette émission. Pour commencer, pouvez-vous nous en dire plus sur les ambitions de Paris sans Sida? Bonjour Jessie, les ambitions de Paris sans Sida sont assez simples. C'est l'objectif de l'ONU-SIDA, de mettre fin à la transmission de VIH de manière très locale à Paris et en Seine-Saint-Denis, en travaillant avec l'engagement des collectivités territoriales, Paris et la Seine-Saint-Denis, ainsi que tout l'écosystème, donc les associations communautaires des populations clés et les professionnels de santé. On a un objectif qui est double, mettre fin à l'épidémie de VIH d'une part, et d'autre part lutter contre les discriminations qui touchent encore de manière disproportionnelle les mêmes populations clés. Le VIH est un sujet encore très tabou et forcé de constater qu'on est aujourd'hui encore très mal informé sur le sujet. Certaines idées fausses ont la peau dure. Tout au long de l'année, vous informez les citoyens sur les traitements notamment. Alors justement, quels sont les traitements que doivent suivre ou peuvent suivre les personnes séropositives? Effectivement, on voit que, comme vous le disiez, certains stéréotypes ont la peau dure et donc sur les traitements, je pense qu'il faut y revenir de manière répétée. Aujourd'hui, lorsqu'une personne découvre sa séropositivité, elle est mise sous traitement immédiatement et cela a comme premier effet de recouvrer son immunité. La personne est en bonne santé et elle ne peut plus transmettre le VIH à ses partenaires, donc sa vie sexuelle ne change pas et elle, grâce à une bonne santé retrouvée, toute la vie finalement peut être normale et comme avant, dans le champ amical, social, familial, etc. Sur votre site, vous évoquez notamment la possibilité d'avoir des enfants sans donner le VIH. Pourtant, dans l'esprit des gens, il y a encore quelques années, une personne séropositive donnera obligatoirement le VIH à son enfant. Comment informer et faire comprendre aux personnes séropositives qu'elles peuvent donner la vie à condition de bien suivre un traitement? Effectivement, il y a sans doute eu des trous dans la raquette sur cette information parce qu'on le sait depuis un certain nombre d'années qu'une personne séropositive sous traitement ne transmet pas le VIH à ses partenaires. Je pense qu'il y a deux éléments de réponse. D'abord, il faut vraiment informer les personnes séropositives qui sont suivies. C'est le rôle des professionnels de santé et ils le font quand même assez bien en majorité. D'autre part, pour le public, comme une population générale et séronégatif, il faut répéter cette information et donner la parole à des voix comme Andrea Maestre, par exemple, qui en parle souvent, qui est une femme vivant avec le VIH et ayant des enfants, pour que l'information circule et qu'elle soit personnifiée. Les tests VIH et IST sont possibles avec ou sans ordonnance, notamment dans des centres de dépistage spécialisés. Dans les laboratoires, les tests restent payants sans ordonnance pour les IST et non pour le VIH, alors que l'argent n'est pas un frein au dépistage. Comment faites-vous pour inviter les citoyens à se faire dépister? On va travailler vraiment de manière ciblée parce que parmi les différentes populations clés du VIH, les freins ne sont sans doute pas les mêmes. Il faut vraiment insister sur le traitement et les effets positifs du traitement parce qu'on sait qu'une personne qui a peur du VIH et qui a une image un peu passéiste, associée à la maladie, à un très mauvais état de santé, n'ira pas se faire dépister parce qu'un test positif sera synonyme d'une mort sociale et d'une mort tout court. Donc si on informe sur le VIH aujourd'hui, on incite au dépistage. Le deuxième élément sur lequel on va jouer de manière répétée, vraiment, c'est bien la facilité avec laquelle on peut aller se faire dépister et la pluralité d'offres. Alors c'est important ce que vous avez dit, c'est cette idée que si le test VIH est positif, il y a une mort sociale, mais une mort tout court. Aujourd'hui, on peut vivre avec le VIH. Aujourd'hui, on vit et on vit même très bien avec le VIH. L'espérance de vie d'une personne vivant avec le VIH est la même que celle d'une personne séronégative. Donc c'est très différent par rapport aux années 70-80 où on avait justement cette impression que toujours on allait mourir de cette maladie, de cette infection sexuellement transmissible. Vous faites également de la prévention et de la sensibilisation. Vers qui vous tournez-vous justement sur cette prévention et cette sensibilisation? Est-ce que le message clé, c'est ça, c'est de dire on peut vivre aujourd'hui avec le VIH, on vit avec le VIH? On vit avec le VIH et on doit mieux vivre avec les personnes vivant avec le VIH. La stigmatisation que ces personnes vivent encore, elle est simplement inacceptable. Donc on va répéter des messages qui sont que grâce au traitement, on ne peut plus transmettre, mais aussi on va jouer vraiment sur
augmenter le niveau de connaissance dans les différentes populations clés que sont les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, donc des hommes gays ou qui ne s'identifient pas comme gays, des migrants et des migrantes originaires d'Afrique subsaharienne, les personnes trans et des communautés travailleurs, travailleuses du sexe. Ces 4 publics ainsi que les professionnels de santé, on va vraiment travailler avec eux toujours sur des messages clairs et précis, adaptés à leur mode de vie. On va ensuite avoir un autre axe qui est celui d'une communication grand public, comme la campagne La vie prend le dessus sur le VIH, qui là vise à informer le grand public et à actualiser le niveau de connaissance. L'objectif de votre association, c'est d'avoir une capitale et la Seine-Saint-Denis sans sida en 2030. Je parlais notamment de la baisse des personnes qui ont découvert leur séropositivité en 2022, mais de nombreuses personnes ne se font pas tester régulièrement. Pensez-vous que cet objectif est atteignable ? Oui, je pense que cet objectif est atteignable. C'est quand même une bonne raison de travailler. Il est atteignable si on concentre nos efforts de manière collective. Ça inclut bien sûr les collectivités, mais aussi les professionnels de santé. Depuis 1 an et demi, les médecins généralistes peuvent prescrire la PrEP, qui est un médicament qui protège du VIH. Donc on compte sur l'engagement de toutes et tous pour atteindre cet objectif. On ne pourra pas le faire seul. Cela étant, vous l'avez rappelé, les chiffres baissent, mais ils ne baissent pas assez vite et pas de manière équitable entre les différents groupes exposés au VIH. Donc on doit vraiment concentrer nos efforts et avancer sur la prévention combinée de manière répétée, le dépistage, la PrEP, les effets préventifs du traitement. Ça va être ça justement votre objectif ou en tout cas vos actions pour atteindre cet objectif 2030 ? Tout à fait, en communiquant, en travaillant aussi avec fédérations pour créer des synergies entre différentes équipes, différentes communautés qui ne se connaissent pas ou qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, et aussi en proposant des innovations structurelles qui visent vraiment à changer l'offre de soins et de prévention. Par exemple, le test en laboratoire sans ordonnance et sans rendez-vous, c'était une innovation portée par Vers Paris sans sida et son homologue à Nice, Objectif Sida Zéro. Donc on a ce rôle-là de locomotive et d'innovation. Vous l'avez évoqué, pour se protéger du VIH, il existe également la PrEP, mais sa mise sur le marché pose également de nombreuses questions, notamment sur la sexualité. Certaines personnes estiment que la PrEP protège de toutes les IST, d'autres estiment que le VIH étant l'IST la plus dangereuse, la capote n'est pas utile en prenant la PrEP. Concrètement, de quoi protège la PrEP et le médicament doit-il obligatoirement dire que la capote n'est plus obligatoire ? Alors la PrEP, c'est une méthode révolutionnaire de prévention. On parle d'un médicament qui protège du VIH, qui est hautement efficace, entièrement remboursé par l'assurance maladie, compatible avec la grossesse, la contraception. La question sur PrEP ou capote, c'est une question vieille comme la PrEP, en fait, et qui a agité tout le monde du VIH, mais on arrive à un certain consensus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut parler bien sûr de prévention combinée, ce qui veut dire qu'on va se protéger avec le préservatif et la PrEP, mais on parle aussi de prévention diversifiée. Si des personnes, pour X ou Y raison, n'utilisent pas le préservatif, la PrEP constitue vraiment un mode de protection sur lequel on doit insister. On ne doit pas juger les personnes et le comportement qu'elles adoptent. Mais seulement sur le VIH. La PrEP protège uniquement du VIH, mais en fait, dans le suivi de la PrEP aujourd'hui, c'est un rendez-vous tous les 3 mois avec un médecin. Et à l'occasion de ces rendez-vous trimestriels, les tests sont complets. Et donc, en fait, on va tester les hépatites virales, les IST, les chlamydia, les syphilis, les gonorrhées. On constate d'ailleurs une recrudescence de ces IST. Donc, en fait, la PrEP, c'est vraiment un très bon moyen de rattraper sa santé sexuelle. On est aussi vacciné contre les hépatites A et B. Donc, je pense qu'il faut vraiment insister. C'est-à-dire que suivre la PrEP, c'est aussi rentrer dans un parcours de santé sexuelle large. Donc c'est un meilleur suivi. C'est un meilleur suivi, tout à fait. Grâce à ça. Alors, on n'a pas spécialement parlé justement du nom de votre association, Paris sans sida, Paris et Seine-Saint-Denis sans sida. Pourquoi Paris Seine-Saint-Denis ? Paris Seine-Saint-Denis, bien parce que ce sont 2 territoires qui sont les plus touchés par le VIH. Il y a eu un nombre de morts très important dans ces 2 territoires qui appartiennent à différentes populations clés, comme on l'a dit. Et le tribut payé a été très lourd. Donc en France métropolitaine aujourd'hui, c'est les 2 départements les plus touchés. On estime aussi qu'en Ile-de-France, on a 10 000 personnes qui ignorent leur séropositivité. C'est juste énorme quand on voit les chiffres que vous mentionnez en début d'émission. Donc on travaille sur ces 2 territoires parce que, d'une part, la réponse doit toujours être adaptée au territoire. On sait que c'est ce qui va marcher. Mais aussi parce que vraiment, c'est les territoires concentrés de l'épidémie. On a vu dans certaines données que les personnes vivant avec le VIH et qui sont suivies sont au nombre de 50 000 personnes en Ile-de-France. C'est une part considérable des personnes vivant avec le VIH.
Merci Elian Passier d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site parissansida.fr ou sur Instagram Dr Naked. Merci à l'ISCPA d'avoir permis d'enregistrer cette émission. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.